Merci de suivre la chaîne sénégalaise. Votre émission Écho vous revient cette semaine avec comme invité Maître Moussa Bokar Thiam. Bonsoir Maître. Oui, bonsoir, je vous remercie de votre invitation et c'est un plaisir de me retrouver au niveau de votre chaîne pour discuter. Maître avocat à la Cour, maire de la commune de Ourossogui, porte-parole adjoint du Parti Socialiste. Est-ce qu'il est pertinent en ce moment de faire la précision entre le Parti Socialiste du président Ousmane Tanor Dieng et du Parti Socialiste de Khalifa Sall? Oui, bon, tout d'abord, en ce mois béni de Ramadan, je transmets effectivement mes vœux de prière à toute la communauté sénégalaise, toute la communauté musulmane sénégalaise et à tous les habitants de ce pays qu'est le Sénégal. Et l'occasion qui nous est offerte en ce moment béni du mois de Ramadan, de vraiment penser à nos malades qui sont dans les hôpitaux, à nos parents, nos amis, nos Sénégalais qui sont quand même dans les liens de la détention, aux Sénégalais qui souffrent, qui sont en difficulté, et vraiment à toute la population sénégalaise que dire simplement que nous avons un pays formidable qui est le Sénégal, qui est aujourd'hui, dont la caution, la garantie est assurée par nos guides religieux comme Serigne Touba, El Hadj Malick Sy et vraiment tant d'autres grands marabouts de ce pays-là, et ceux qui font de ce pays-là un pays de paix. Le Sénégal est un pays de paix et demeurera toujours un pays de paix grâce à la prière et à la main posée sur ce pays-là par ces éminentes personnalités. Voilà, maintenant pour revenir à votre question, bon, vous parlez de deux partis socialistes, en tout cas nous avons un parti socialiste. Donc la question peut-être qu'elle est un peu caricaturale, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que nous avons un parti, un grand parti qui est le Parti Socialiste, qui aujourd'hui peut-être traverse quelques difficultés comme le font tous les grands partis de ce monde à travers le monde entier. Et donc c'est pas la première crise du Parti Socialiste, hein. Je vous rappelle que depuis 1960, même à l'origine même de la création du Parti Socialiste, c'était une divergence entre Senghor et Lamine Gueye. Hein, je rappelle encore une fois que Senghor a été introduit dans le pays qu'est le Sénégal par le président Lamine Gueye, qui était président de l'Assemblée nationale. Donc ces grandes crises avaient conduit effectivement à la création du Parti Socialiste par le président Léopold Sédar Senghor. Et en même temps, nous avons même eu des crises aussi, il y avait entre Senghor et son premier ministre, son président du conseil de l'époque, Mamadou Dia, qui a quand même conduit à l'incarcération pendant 12 ans de Mamadou Dia, de Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr et autres. Donc c'est pour vous dire que les crises dans les partis, bon, c'est partie de la vie des partis, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui est important, c'est qu'on puisse apprendre du passé pour essayer de corriger les erreurs d'aujourd'hui. Le passé, vous l'avez évoqué avec un rappel historique qui nous éclaire sur ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec ce Parti Socialiste. On a un passé, oui, que nous savons, que nous racontons avec le Parti Socialiste, mais le futur du Parti Socialiste aujourd'hui n'est-il pas incertain dans cette coalition Benno Bokk Yakaar? Oui, je pense que c'est un peu réducteur de dire que le futur est incertain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Sénégal a connu des mutations importantes, surtout depuis les années 80-90, avec la création de plusieurs partis politiques. Donc aujourd'hui, nous savons qu'il y a une pléthore de partis politiques, plus de 300 partis politiques sont dans ce pays-là. Donc, tout le monde s'accorde à dire aussi, aucun parti ne peut seul gouverner, ne peut seul gagner des élections, ne peut seul diriger le pays. Donc nécessairement, je dis bien nécessairement, ça veut dire que par obligation, chaque parti politique devra faire des alliances ou ce qu'on appelle des coalitions de partis politiques. Au point de renoncer à sa candidature prochaine? J'y reviens. Je dis simplement il faut que nécessairement que les partis aillent en coalition, en synergie. La coalition, ce n'est pas une coalition d'intérêt, c'est une coalition de vision. Nous avons la même vision, nous pouvons nous accorder sur l'essentiel, nous allons ensemble. Et donc c'est ce qu'est en train de vivre. Mais vous parlez de vision, mais vous êtes socialiste, vous n'avez pas la même idéologie que le président Macky Sall, que l'APR, et vous êtes dans la même coalition. Comment expliquer cela? Je pense que pour mieux comprendre cette coalition Benno Bokk Yakaar, il faut aller à sa source. C'est-à-dire que la coalition Benno Bokk Yakaar est née en 2012, au second tour de la présidentielle de 2012. En 2012, le Parti Socialiste avait un candidat, Ousmane Tanor Dieng, c'était le candidat du Parti Socialiste. Et il était clair que tous les partis qui combattaient le régime du président Abdoulaye Wade s'étaient accordés à dire que le parti qui arrivera en tête au deuxième tour sera soutenu par l'ensemble des autres partis, issus des assises, des conclusions des assises nationales.
qui est le socle, qui est la base même de cette coalition Benno Bokk Yakaar. Que le président Macky Sall avait signé avec réserve. Il n'y a pas de réserve, non, ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'on sait que simplement par la suite, il a eu à appliquer beaucoup de mesures qui sont issues des assises nationales, notamment le référendum. Bon, nous sommes en coalition Benno Bokk Yakaar. Nous travaillons ensemble pour le Sénégal, parce qu'il ne faut pas oublier, les partis politiques n'ont pas pour objectif de travailler pour l'émergence de leurs responsables politiques. Nous travaillons pour le Sénégal, ça, un parti politique. Ce n'est pas une association privée de personnes qui simplement cherchent des responsabilités, des postes. Non, nous cherchons des responsabilités publiques pour le service public, pour servir le Sénégal. Aujourd'hui, nous avons une coalition composée de plus de 200 partis qui s'appelle le Benno Bokk Yakaar, qui est en train de faire un travail remarquable. Vous n'entendrez jamais un opposant au régime, un opposant à la majorité présidentielle dire que le président Macky Sall n'a pas un bon bilan. Le Sénégal est en retard. Le Sénégal n'est pas en émergence. Mais si vous avez une convergence de vision, pourquoi ne pas fusionner tout simplement le Parti socialiste et l'APR? Je veux dire, Khalifa Sall et ses compagnons, leur combat n'est-il pas compréhensible quand on sait que, vous l'avez dit, le Parti socialiste, un parti historique, qui aujourd'hui n'est même pas sûr d'avoir un candidat issu de ses rangs aux prochaines élections présidentielles. Est-ce que cela aussi ne peut pas être une raison pour que qu'on se révolte dans votre parti? Ouais, merci de votre question. Vous me donnez l'occasion de parler aux Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, le combat de Khalifa Sall et ses amis, c'est un combat incompréhensible. C'est un combat incompréhensible. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ont du mal à articuler le motif ou le socle de leur combat. Pourquoi je dis cela? Ils reprochent au Parti socialiste, à la direction du parti, d'être dans une coalition de la majorité présidentielle. C'est ce qu'ils reprochent à la coalition. Or, nous avons tous vu les événements il y a un mois de cela. Lorsqu'ils sont sortis du Parti socialiste, ils ont créé une coalition en allant chercher d'autres partis politiques, dont le PDS, qu'on a combattu ici en 2012. Il y a eu des dizaines de Sénégalais qui sont morts au cours du régime du président Abdoulaye Wade. Nous avons combattu ce régime-là. Il y a des gens qui ont été en prison à cause du régime d'Abdoulaye Wade. Dans Benno Bokk Yakaar aussi, il y a d'anciens collaborateurs du président Abdoulaye Wade. Ça n'a rien à voir. Nous avons combattu le régime. Donc d'un côté comme de l'autre, il y a des alliances. Nous avons combattu le régime d'Abdoulaye Wade. Nous avons combattu ce régime-là. Nous avons mis en place une coalition qui est en train de travailler pour le Sénégal. Eux, ils nous reprochent d'être dans cette coalition-là. Mais pourtant, lorsqu'ils sont sortis, ils sont tout de suite allés chercher des partis pour se coaliser. Mais bon sang, tout socialiste raisonnable doit quand même préférer se coaliser, faire une coalition avec le Benno Bokk Yakaar, avec le président Macky Sall, qu'avec le président Abdoulaye Wade quand même. Faut être cohérent. Faut être cohérent. Ce qu'on reproche à Ousmane Tanor Dieng, ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont allés seuls aux élections? Non. Ils sont allés sur la base d'une coalition avec Idriss Seck et autres. Donc il faut qu'on soit sérieux et qu'on sache raison garder. Ils ne sont pas plus socialistes que nous qui sommes dans le parti. Nous croyons au Parti socialiste qui est une institution vu son passé. Que ce soit Ousmane Tanor Dieng, que ce soit Khalifa Sall, que ce soit quelqu'un d'autre. Cette institution-là n'est pas hypothéquée aujourd'hui. L'institution qui est le parti. Cette institution-là, elle n'est pas hypothéquée aujourd'hui? Mais du tout, au contraire. Mais en 2000, lorsque le parti a perdu le pouvoir, si on avait dit aux Sénégalais, d'ailleurs aucun analyste politique n'a vu le Parti socialiste venir. Si on leur avait demandé, on leur avait dit que dans 17 ans, on parlera encore du Parti socialiste, personne ne l'aurait cru. 17 ans après 2000, aujourd'hui, on parle encore du Parti socialiste. Donc ça veut dire que ce parti, c'est un parti qui est vivant, un parti actif. Pourquoi? Parce qu'il y a un parti qui regorge de cadres, regorge de militants, regorge de responsables qui sont aujourd'hui prêts à faire amener le parti même à la conquête du pouvoir. La semaine écoulée, votre camarade de parti Khalifa Sall a bouclé ses 100 jours d'incarcération. Cela vous fait quoi? Cela vous laisse indifférent? Cela vous attriste? Cela vous fait quoi? Oui, il faut qu'on comprenne également quelque chose. Le cas Khalifa Sall, c'est un cas judiciaire. Que l'on arrête de qu'on arrête de vouloir politiser un cas typiquement judiciaire. C'est un cas judiciaire parmi tant d'autres cas. À l'évidence, aucun socialiste, en tout cas moi j'en ai pas vu, aucun socialiste mais ne souhaite la prison à un de ses camarades. Personne. Aujourd'hui, Khalifa Sall, là où il est,
Mais quand on entend des socialistes en parler, c'est comme si on voulait l'inculper tout simplement. Ben non, du tout. D'ailleurs, personne ne peut se permettre de faire des analyses pour pousser ou bien pour faire convaincre les personnes que Khalifa Sall a tort. Ça, c'est pas notre problème. C'est le problème de la justice. Sur le champ politique, aujourd'hui, j'entends beaucoup parler, les gens disent oui, c'est une question politique, tout ça. Mais en réalité, Khalifa Sall aujourd'hui, peut-être c'est un adversaire politique. Mais la même manière de combattre un adversaire politique, c'est de le laisser libre sur le terrain. Nous l'attendons sur le terrain politique. Nous n'avons pas besoin d'incarcérer un responsable politique. Là, d'ores et déjà, le débat se pose sur son éligibilité. Et ces avocats sont même sortis pour alerter. Vous avez parlé de combat politique. Est-ce que ce n'est pas un autre terrain aussi sur lequel on pourrait le combattre? Les gens, bon, dans ce cas de Khalifa Sall, les gens spéculent beaucoup, mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas un cas politique. Et en plus, je comprends certains tacticiens, certains stratèges politiques qui essaient de faire de Khalifa Sall une victime. Parce que le phénomène de victimisation, nous avons vu qu'au Sénégal, ça a porté ses fruits depuis des années. Je vous rappelle le cas d'Idrissa Seck, lorsqu'il a été un peu poursuivi par la justice, nous avons tous vu Idrissa Seck a gagné en popularité. Et de la même manière, le président Macky Sall, lorsqu'effectivement il a été congédié à l'Assemblée nationale, il a eu un regain de popularité. Parce que les Sénégalais n'aiment pas trop les personnes qui sont victimes. Maintenant, les politiciens surfent sur cette vague de victimisation et essaient de montrer à tout le monde, voilà, cette personne est une victime, donc on doit soutenir cette personne-là. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Mais dans le fond, cette victimisation ne passera pas. Mais dans le fond, quand ces Sénégalais-là... C'est pourquoi je vois qu'on célèbre en grande pompe les 100 jours de Khalifa Sall en prison, tout ça pour faire croire aux Sénégalais, effectivement, voilà une victime du régime, voilà une victime qu'il faudra soutenir, qui combat pour le peuple, mais alors que derrière tout ça, il n'y a aucune vision, aucun programme, aucun projet pour le Sénégal. À vous entendre parler, j'ai l'impression d'écouter quelqu'un qui est membre d'un autre parti, autre que le Parti Socialiste. C'est quand même votre camarade de parti. Est-ce que vous ne devez pas vous solidariser à sa cause? Non, je suis désolé. Vous ne l'avez pas soutenu, vous êtes avocat. Je suis désolé, ils ne sont pas des camarades du Parti Socialiste. Ah bon, donc vous les avez exclus? Ils se sont auto-exclus. Ils se réclament toujours du Parti Socialiste. Non, c'est pas facile de se réclamer. Ce qui est important, c'est les actes. Lorsque vous êtes dans un parti, vous réclamez d'un parti politique, vous ne venez pas aux réunions du bureau politique du parti, vous ne participez pas à aucune activité du parti, lorsque le parti donne des directives dans un sens d'élection, votez oui, eux ils votent non, le parti vous dit allez dans cette telle coalition, vous allez dans une autre coalition, et lorsque le parti organise des séances de bureau politique, vous venez vous organiser pour saccager ce bureau politique-là. Donc arrêtez, je pense qu'il est temps que les gens arrêtent. Ils se sont auto-exclus du parti. Ils ont posé des actes qui font d'eux des personnes en marge du Parti Socialiste. Et c'est la réalité. C'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la démarche du parti. Mais quand on n'est pas d'accord avec la démarche du parti, on le défend dans le parti. On doit avoir le courage. Mais eux, c'est ce qu'ils font. Eux, c'est ce qu'ils font. Ils sont dans le parti. Ils combattent. En tout cas, moi, Moussa Bokar Thiam, lorsque je serai plus d'accord avec la direction du parti, mais j'aurais le courage de venir dans le bureau politique et d'exposer ma conviction, de discuter, de convaincre les camarades. Et si, malgré mes discours, malgré ma conviction, la majorité des membres du parti ne me suivent pas, j'en tire les conséquences, comme dire que là, je suis minoritaire dans le parti et j'y reste. Jusqu'à ce que dans des lendemains meilleurs, ma vision triomphera si c'est une véritable vision. Mais c'est trop facile lorsque le parti pose des actes peut-être qui ne vous arrangent pas parce que à cause de votre horloge biologique, vous avez un certain âge, donc vous savez que la direction du parti, le sens que le parti est en train de prendre ne vous arrange pas trop parce que vous êtes un peu pressé. Vous commencez tout de suite à jeter l'opprobre sur le Parti Socialiste et à prendre vos distances sur le parti parce que ces gens-là, ils pensent dur comme fer que le président Macky Sall ne doit pas être le candidat du Parti Socialiste. Ils pensent que le Parti Socialiste doit avoir son propre candidat. Cela est compréhensible, non? Non, pourquoi pas? Parce que vous savez, il faut qu'on revienne un peu à la raison. J'entends beaucoup de gens dire que le Parti Socialiste est un parti ancien, il doit nécessairement avoir un candidat à l'élection présidentielle, un candidat issu de ses rangs, un candidat issu du Parti Socialiste. Hein? Donc il y a beaucoup qui théorisent cela. Mais cette théorie-là, elle vient d'où? Elle ne repose sur rien du tout.
Parce que pour moi... Question de logique politique. Non, pour moi, le Parti socialiste est un parti en reconstruction. Lorsque vous gérez 40 ans ce pays-là, il n'est pas extraordinaire, mais de rester 40 ans encore dans l'opposition. Malgré ces 12 ans d'opposition. Le parti est resté 40 ans au pouvoir, 12 ans dans l'opposition. Et depuis 5 ans, nous sommes dans la majorité présidentielle. Ça, nous sommes dans un parti qui est en reconstruction. Il est important que le parti puisse apprendre des erreurs de son passé, apprendre des erreurs dans sa période d'opposition et apprendre également de sa position dans la majorité présidentielle. C'est comme cela qu'on peut avoir... Mais s'il y a une erreur aussi à éviter, est-ce que ce n'est pas un devoir pour tous les membres du Parti socialiste de se lever? C'est-à-dire, je ne comprends pas votre question. De se lever pour corriger une erreur. Vous avez parlé d'apprendre des erreurs du passé, mais s'il y a une erreur future, pour l'éviter, est-ce que tous les membres du parti ne devraient pas se lever pour crier haro? À mon avis, le parti est dans une très bonne trajectoire sous la présidence du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. C'est le seul parti, quand même, qui renouvelle régulièrement ses instances sur une base totalement démocratique. C'est le Parti socialiste. Ces personnes qui disent qu'aujourd'hui, qui se réclament du Parti socialiste et qui posent des actes contraires aux actes du Parti socialiste, ils ont été là. Ils ont voté pour le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng en 2014. Il y a notre camarade Assed Talsal qui était candidat au poste. Mais Khalifa Sall était bien là. C'est lui-même qui a organisé ce renouvellement du parti. Pourquoi à l'époque il n'a pas posé sa candidature? Pourquoi? Il faut lui poser la question. Pourquoi 2 ans après, on vient, on essaie de chambouler les cartes, on essaie de jeter le pauvre sur le parti, mais c'est inutile. C'est inutile parce que nous sommes tous des camarades. Aujourd'hui, il dit qu'effectivement, il a été élu sur la bannière de Taxawu Dakar, parce que simplement la liste Benno Bokk Yakaar n'a pas accepté de l'investir, par exemple, à Dakar. Mais ce qu'il a vécu, mais moi, ce que j'ai vécu à Ourossogui, j'ai été élu maire du Parti socialiste avec ma liste du Parti socialiste contre une liste Benno Bokk Yakaar. Cela n'a rien à voir. Les questions locales, les élections locales n'ont rien à voir avec la coalition. Si la coalition peut aller... Mais justement, de l'autre camp, on avance le même argument. On l'a fait avec les locales, les élections locales. Pourquoi pas le faire avec les élections législatives? Et c'est ce que dit par exemple Barthélémy Dias, que vous ne pouvez pas les exclure du Parti socialiste. Oui, vous savez, leur auto-exclusion, c'est eux-mêmes qui s'excluent du parti. Il faut que ce débat il est terminé, il est réglé. Officiellement, ils sont toujours... Officiellement, ils ont beau s'éclamer du Parti socialiste. Mais on n'a pas lu un communiqué du Parti socialiste excluant Khalifa Sall et compagnie. Lorsqu'un membre d'un parti, vous savez, un parti c'est une association, pose des actes contraires au statut de l'association, au statut du parti, au règlement intérieur du parti, et des actes de défiance du parti, des actes même, je dirais même, très insolents quand même à l'égard du parti. On le voit tous les jours. Heureusement, nous avons un secrétaire général quand même qui est très posé, un homme d'État qui sait faire la différence entre des ambitions personnelles de certains responsables et les ambitions du Sénégal, les objectifs que le Sénégal doit atteindre. Donc on voit des propos quand même désobligeants que certains responsables de l'autre côté font. Mais tout ça, vous n'avez jamais entendu quelqu'un répondre. Donc ce qui veut dire simplement qu'ils ont posé des actes. Qu'ils les assument. Ils se sont auto-exclus du parti parce qu'ils ont posé tous les actes indicatifs de leur non-appartenance au Parti socialiste. On ne peut pas dire qu'on est parti au Parti socialiste alors que lorsque le parti fait des réunions, vous ne venez pas. Lorsque le parti donne des consignes de vote, vous prenez le contre-pied du parti. Lorsque vous contestez le parti partout, donc vous n'êtes plus dans le parti. Ils ne sont pas obligés d'être dans le parti. Mais est-ce que si vous avez aujourd'hui une part importante, ou en tout cas la meilleure part dans ces investitures-là au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, est-ce que vous ne devez pas ça à Khalifa Sall? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Parce que il faut comprendre, dans la coalition Benno Bokk Yakaar, les investitures ne se font pas sur la base de quotas, contrairement à ce que beaucoup pensent. Benoît Sambou a parlé de représentativité. Exactement. Représentativité, ça n'a rien à voir avec quotas. C'est-à-dire qu'on voit département par département quelles sont les personnalités politiques qui au mieux pourront défendre les intérêts de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et on va regarder ces personnalités-là dans l'ensemble de la coalition. Ce n'est pas seulement des personnes du PS ou des personnalités de l'APR ou de l'AFP. C'est au regard de l'ensemble de la coalition.
Et c'est en ce moment-là qu'on peut déterminer, effectivement, telle personne est à mieux de pouvoir conduire la liste. Mais au finish, un parti peut se retrouver avec 20 députés, ou avec 15, avec 30, tout ça, c'est pas important. Si je me fie à Benoît Sambou qui parle de représentativité, si on se fie aussi aux élections présidentielles passées, l'AFP est passé devant le Parti socialiste. Si on parle de représentativité de partis. Or, là, vous avez plus d'investis dans la liste Benno Bokk Yakaar que l'AFP, par exemple. Est-ce que ce n'est pas pour vous renforcer davantage dans cette guerre, entre guillemets, qui vous oppose à Khalifa Sall? Non, du tout. Nous ne faisons pas nos listes en fonction de la situation de nos opposants. Absolument pas du tout. En tout cas, nous sommes dans le Parti socialiste, nous avons quand même, le Parti socialiste compte plus de 50 maires quand même, hein. Plus de 20 hauts conseillers des collectivités territoriales. Nous avons quand même des députés dans l'ancienne législature. Donc c'est un parti quand même en mouvement. C'est un parti en mouvement qui mérite aujourd'hui quand même d'avoir une bonne posture. Mais aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas en termes de quotas parce que nous sommes dans une seule et même coalition qui sont guidées, les coalitions, en tout cas, la coalition en tout cas Benno Bokk Yakaar est guidée par la solidarité. La solidarité et surtout la responsabilité. Et là, on remarque des grincements de dents. Oui, c'est normal. Et d'ailleurs, je l'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, la faiblesse de ces investitures-là au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar est la suivante, à mon avis. Je dis qu'il était important que les leaders de Benno Bokk Yakaar puissent parler avec les responsables, puissent informer les responsables sur la manière dont les investitures ont été tenues, sur le processus, sur les conditions, sur les discussions qu'il y a eu au niveau de chaque département. Et de grâce, lorsqu'un responsable, lorsqu'on sait que ce responsable-là ne pourra jamais être investi, qu'on lui dise, il n'y a pas de problème, qu'on lui dise, monsieur tel, vous ne pouvez pas être investi et que ce n'est pas grave. Donc la prochaine fois, il aura d'autres responsabilités dans d'autres secteurs. Mais ce qui a été dangereux, c'est de dire à tout le monde, toute personne qui est intéressée n'a qu'à déposer son dossier, après la coalition tranchera. Et donc ça crée des frustrations, parce que ça crée ça motive ça ne peut pas se retourner sur vous, contre vous? On n'ira pas jusque-là, parce que les frustrations, c'est un peu partout, hein, c'est dans toutes les coalitions. Tous les partis, aujourd'hui, même les pseudo-coalitions de l'opposition, sont confrontés à ces difficultés d'investiture. Mais en tout cas, ça c'est un conseil que je donne aux leaders du Benno Bokk Yakaar. À l'avenir, qu'on fasse des coalitions, des investitures beaucoup plus transparentes, hein, qu'on explique aux responsables les conditions, comment ça se passe, pourquoi on n'a pas choisi tel ou tel, pourquoi on a pris telle personne à la place de telle autre personne. C'est ça la responsabilité, c'est ça la transparence. Nous sommes tous des responsables, nous pouvons quand même comprendre aisément les difficultés de ces investitures-là, liées à la parité bien sûr, qui est une loi quand même qui bloque beaucoup de partis politiques aujourd'hui au niveau des coalitions. En tout cas, cette 12e législature a été très décriée. Avez-vous la même opinion sur cette 12e législature? Vous savez, sur cette question-là, je pense que les difficultés que les députés ont, d'abord c'est du point de vue textuel d'abord. Hein, c'est le système qui permet aux députés d'être élus. C'est-à-dire qu'on a un système juridique qui, aujourd'hui, ne favorise pas qu'on ait des députés comme les Sénégalais le souhaitent. Et donc, la 12e législature, la 11e, 10e, toutes ces législatures passées ont eu le même cheminement quasiment. Mais maintenant, nous espérons qu'avec cette nouvelle législature à venir, qu'on ait des députés d'une autre génération, d'une autre mentalité. En quoi faisant? Les députés n'ont pas de pouvoir. Les députés, son pouvoir, c'est un pouvoir d'influence. C'est un pouvoir d'investigation et de contrôle. Parce qu'un député aujourd'hui, dans un département, son rôle c'est quoi? Il peut faire le tour de tous les villages du département, voir dans chaque localité quelles sont les difficultés rencontrées par la population en termes hydrauliques, en termes d'électricité, en termes d'aménagement du territoire, mais qui s'imprègne des problèmes de son département. Ensuite, il a un rôle important, un rôle de lobbying vis-à-vis de tous les ministres concernés par ces questions-là, que ce soit le ministre de l'Éducation, que ce soit le ministre de l'Hydraulique, que ce soit les ministres de l'Environnement et autres. Donc c'est là où on attend ces députés-là, des députés de terrain, qu'ils aillent transmettre les difficultés des populations aux ministres concernés et qu'ils suivent ces dossiers-là. Et je vous assure, si chaque député fait ce travail-là, une fois que les ministres arrivent à l'Assemblée nationale, ces ministres-là sauront qu'ils sont en face des députés de terrain
des gens qui maîtrisent très bien les difficultés de leur localité et qui les ont portés même avant à l'Assemblée, même avant la plénière. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui et qui rendent compte aux Sénégalais. Mais est-ce que l'espoir est permis quand on sait que les mêmes causes peuvent engendrer les mêmes effets? Le système d'éligibilité ou en tout cas le système d'élection des députés n'a pas changé, il est toujours le même. On a plus des députés du président que des députés du peuple. Donc est-ce que l'espoir est permis? Il n'y a pas de député du président. Le président n'a pas de député. Parce qu'il y a, en tout cas, il y a des pouvoirs, il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est ce que voudrait le principe. Voilà. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Mais si on est sur la liste par la grâce du président de la République, on a forcément un devoir de reconnaissance vis-à-vis de celui-ci. Et c'est ce qui mène justement à des projets de loi qui sont adoptés comme ça, très facilement, et une absence ou en tout cas très peu de propositions de loi. Alors, en fait, ce qui est important, c'est que les personnes qui sont investies sur les listes, notamment la liste de la majorité présidentielle, c'est sur la base de leur représentativité. C'est des personnes quand même qui ont fait leur preuve, qui sont là, qui représentent une bonne part de la population. Donc, une fois qu'ils sont élus, le rapport entre l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif, ce n'est pas un rapport conflictuel. C'est pas un rapport conflictuel. Ça ne sert à rien d'instaurer un climat d'opposition entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Les Sénégalais ont l'habitude de dire, effectivement, de penser que chaque fois tant qu'on ne s'oppose pas, on ne travaille pas pour le peuple. C'est faux de le dire. La même façon de travailler pour le peuple d'ailleurs, dans le cadre de l'Assemblée nationale, c'est d'avoir une collaboration. L'Assemblée nationale doit contrôler l'action du gouvernement et même l'évaluer. Effectivement, c'est textuel. Et d'ailleurs, il doit y avoir une relation fluide entre le pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale. D'ailleurs, même, à l'époque, il y avait des ministères, des ministres chargés des relations avec les assemblées. Donc, c'est important. Ce n'est pas une relation d'opposition, mais c'est un partenariat dans la solidarité pour que, effectivement, l'action gouvernementale soit beaucoup plus efficiente sur le terrain. Il faut que les députés aussi s'approprient l'ensemble des politiques publiques initiées par le gouvernement. Maintenant, s'agissant des propositions de loi, il est évident qu'aussi, sur ce terrain-là, les députés aussi doivent être beaucoup plus entreprenants, voir des domaines dans lesquels il faut que les députés se réunissent et porter des causes. Parce que c'est ça aussi, il s'agit. Je peux donner un exemple tout simple. C'est le cas des gens de maison, qu'on appelle souvent les bonnes chez nous, dans nos foyers. Mais quand même, c'est des personnes qui sont toutes, pour la plupart, 95% payées en dessous du SMIC, en dessous du salaire minimum. Personne n'en parle. Les conditions de travail de nos femmes domestiques, ce qu'on appelle des gens de maison, les conditions, leur salaire, les conditions de travail, des gens qui n'ont jamais de congé, qui travaillent 24/24 d'ailleurs dans les maisons. Personne n'en parle. Mais pourtant, c'est des combats comme ça, des combats sociaux comme ça, ils devaient être portés par un certain nombre de députés pour effectivement procéder à la réforme de notre société. Parce qu'il y a des chantiers énormes, il y a des choses qui sont du ressort du gouvernement, mais il y a beaucoup d'aspects de notre société qui sont du ressort de nos députés, qui représentent le peuple. Dans vos propos, vous avez évoqué le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Il y a un autre pouvoir, le pouvoir judiciaire. Vous êtes avocat. Sous le président Macky Sall, on dénonce parfois une certaine instrumentalisation de la justice. Alors, vous sentez une instrumentalisation de la justice? Je dirais que non. Absolument non. Et sincèrement, parce que je suis avocat, j'ai été dans toutes les causes. Parce que les gens ont l'habitude d'oublier, ils ont l'impression que les Sénégalais oublient, mais le régime qu'on a fait partir d'ici, le régime du président Abdoulaye Wade. Nous avons vu un régime quand même qui a drainé dans la poussière un premier ministre parce que simplement ils sont plus en odeur de sainteté. Nous avons vu un régime d'Abdoulaye Wade qui, combien de personnes ont été arrêtées, condamnées de manière arbitraire sous le régime du président Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, le constat est qu'il y a pas mal de rapports, par exemple, qui épinglent des membres, ou en tout cas des membres de l'APR ou de la mouvance présidentielle qui ne sont pas jusqu'à présent inquiétés. En revanche, il y a Khalifa Sall, par exemple, épinglé dans le rapport de l'IGE et qui est interpellé. Donc, on dénonce une certaine forme de Kumbamdaye et Kumbamuldaye. Oui, vous savez, il faut qu'on soit aussi conséquent. Nous avons des textes qui régissent notre fonctionnement judiciaire. Aujourd'hui, vous me posez la question de l'opportunité des poursuites. Quand est-ce qu'il faut poursuivre quelqu'un? Ou bien qui faut-il poursuivre? C'est la question de l'opportunité des poursuites. Et cette question d'opportunité de poursuite appartient à une seule personne. Ici au Sénégal, ça appartient au procureur de la République.
C'est le procureur de la République qui juge de l'opportunité d'ouvrir une procédure judiciaire. Mais quand il s'agit d'un rapport de l'IGE, c'est lui qui juge de l'opportunité de poursuivre telle personne ou telle autre personne. Mais quand il s'agit d'un rapport de... Une fois que la personne est poursuivie, là c'est la machine judiciaire qui s'emballe, ça c'est autre chose. Maintenant, la loi sénégalaise donne pouvoir au procureur de choisir de manière discrétionnaire l'opportunité des poursuites. Mais quand il s'agit... C'est notre loi, on a réformé la loi. C'est la loi sénégalaise qui est comme ça, ainsi fait. Mais on ne peut pas dire ou bien dire justice à deux vitesses. Non, c'est notre législation qui est comme ça. Si les Sénégalais n'en veulent pas de cette législation, on n'a qu'à changer les textes. Donc, mais quand il s'agit par exemple du rapport de l'IGE, c'est le président de la République qui transmet le dossier à la justice. À qui? Au procureur de la République, d'accord. Il y a aussi d'autres rapports qui sont entre les mains du président de la République, qui ne sont pas encore transmis. Aux yeux de celui qui observe, est-ce que cela ne peut pas occasionner une certaine suspicion? Et d'ailleurs, bon, ce que vous dites là, je pense que ceux qui disent ça n'ont pas la preuve de ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y a des rapports qui sont entre les mains du président de la République. Le rapport de l'OFNAC, en tout cas, il est transmis au procureur. Jusqu'à présent, il y a un directeur épinglé, mais il est toujours là, il était. La question de l'opportunité. Le rapport de l'OFNAC est transmis au procureur. L'OFNAC a terminé son travail. Maintenant, c'est le procureur. C'est la loi qui lui permet cela. Mais sinon, on ne veut plus de ce système. On n'a qu'à changer le système. Nous sommes tout à fait ouverts à changer ce système. Donc, pas d'instrumentalisation de la justice, c'est le système. Pas d'instrumentalisation de la justice. Au contraire, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui sont peut-être poursuivies par la justice, qui profitent de cette situation de victime pour essayer d'avoir un bonus politique. Et c'est la réalité. Et ça ne passera pas. Et d'ailleurs, les Sénégalais ont compris. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez pas vu de marche ici. À l'époque, on avait vu que lorsque le président Abdoulaye Wade, à l'époque, était injustement arrêté ou à la maison d'arrêt de Rebeuss, Dakar était en ébullition. Parce que tout le monde savait que c'était pas quand même, il y avait de l'injustice quelque part. Mais lorsqu'une personne est épinglée sur sa gestion, sur des faits objectifs, que le Sénégalais lambda peut bel et bien appréhender en termes simples. Là, nous ne sommes pas dans le cas de figure. N'êtes-vous pas là de violer la présomption d'innocence quand vous dites de faits qui, en tout cas, c'est comme si vous étiez en train d'inculper quelqu'un comme Khalifa Sall. Je suis pas allé sur le fond du dossier et ça ne m'intéresse pas de façon d'aller dans le fond du dossier. Ce que simplement je veux dire que, en tout cas pour ce qui est dans l'opinion publique, c'est les éléments qui sont dans la place publique, montrent que ce n'est pas un dossier complexe. C'est un dossier que tout Sénégalais peut appréhender. D'ailleurs, des gens discutent dans les Wassakhalat, dans les autres. Pape Diop a dit qu'il a utilisé la caisse d'avance de la même façon. Vous savez, là on est encore une fois dans la phase de l'opportunité des poursuites, encore une fois. Si Pape Diop je parle des propos. A fait des délits, a fait des détournements de deniers publics, et il ose le dire publiquement. Donc là, il appartient au procureur d'en tirer les conséquences. S'il décide de poursuivre, il poursuit. S'il décide de ne pas poursuivre, il ne poursuit pas. Donc c'est sa responsabilité. Il faut aussi nous sommes dans un état de droit. Et vous êtes juriste, quand on est par exemple poursuivi et inculpé, c'est une question qui me vient comme ça à l'esprit, et inculpé pour détournement de deniers publics, on ne peut pas être gracié. Ça veut dire qu'on n'est pas éligible aussi à une élection, c'est ça? Je ne me trompe pas? Donc vous savez, Khalifa Sall... Je ne parle pas, je parle d'une manière générale, je ne parle pas du cas Khalifa Sall. Je parle d'une manière générale. Quelqu'un qui est poursuivi et inculpé pour détournement de deniers publics, est-ce qu'il peut être gracié? Ou en tout cas, est-ce qu'il sera éligible? De toute façon, la grâce et l'inéligibilité, cela intervient après condamnation définitive. Je parle de condamnation définitive, je ne parle pas de... Ah, ok. Je suis dans une généralité, oui. Oui, lorsqu'une personne est condamnée définitivement pour des détournements de deniers publics, le juge peut en tirer les conséquences en disant que la personne est inéligible pour tant d'années ou perd ses mandats pour tant d'années et autres. Ça c'est le juge qui peut le dire. Mais effectivement, c'est des délits quand même, des délits graves, hein, concernant des personnes qui occupent des fonctions publiques. Donc c'est clair. Donc maintenant on n'est pas encore arrivé à des cas d'inéligibilité de ceux qui sont actuellement poursuivis et autres. Non, on n'en est pas encore arrivé là. Mais en tout cas... Et vous ne le souhaitez pas pour... Mais je ne souhaite pas. Personne ne souhaite la prison à Khalifa Sall.
Je n'ai pas vu, je n'ai jamais entendu d'ailleurs quelqu'un aujourd'hui, dans le Parti socialiste, ou comme partout dans la coalition Benno Bokk Yakaar, souhaiter la prison à Khalifa Sall. Quand même, c'est inhumain, c'est impossible. On peut pas souhaiter la prison à quelqu'un. Mais soutenez-le alors. On ne souhaite pas la prison. Parce que la meilleure façon de combattre les idées de Khalifa Sall, c'est qu'il soit dehors, qu'il soit sur le terrain avec nous. En ce moment, on va lui démontrer qu'il n'est pas sur le bon chemin. Mais s'il est en prison, une certaine opinion pense que Khalifa Sall fait peur. C'est justement la raison pour laquelle fait peur au régime actuel, que c'est un adversaire très sérieux. Je dis, Khalifa Sall n'est pas un adversaire. Khalifa Sall n'est pas un adversaire. Vous ne le considérez pas comme tel? Non, ce n'est pas un adversaire politique parce qu'il n'a pas aujourd'hui un projet, une vision, un programme qui est meilleur, qui est même visible d'ailleurs. On ne connaît même pas son programme, ses projets, mais il n'a aucun projet, aucune vision aujourd'hui meilleure que celle du Benno Bokk Yakaar. Il n'en a pas. Là, vous avez 47 listes aux élections législatives. Aucun d'entre eux ne vous donne un projet. Aucun d'entre eux ne justifie le dépôt de sa coalition sur la base d'un programme ou d'un projet ou d'une vision pour le Sénégal. Personne. C'est pas de relativiser, c'est une élection législative, on sait comment fonctionne l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut aller à ces élections-là sur la base d'un projet assez clair? Mais je veux dire, un député, vous faites votre coalition, vous dites que je veux être député au Sénégal, à l'Assemblée nationale. Mais il faut qu'ils nous disent aux Sénégalais qu'est-ce qu'il va faire là-bas. C'est le minimum. Dire que moi, si je vais à l'Assemblée nationale, voilà les réformes que je porterai. Que ça aboutisse ou pas, mais en tout cas, moi, ma coalition portera telle réforme. Nous, la coalition Benno Bokk Yakaar, nous allons aux élections législatives. Nous avons un bilan à défendre. Nous allons montrer aux Sénégalais que nous avons travaillé pour vous de 2012 à 2017. Et que, ouais, c'est vrai que ouais, c'est un peu compliqué dans cette période-là. Mais je dis simplement, voilà, en tout cas, on a des coalitions qui sont en train aujourd'hui, comme la coalition majeure présidentielle, il a un bilan à défendre. Et qui va défendre d'ailleurs aisément d'ailleurs. Vous êtes maire de Ourossogui. Comment va Ourossogui? Très bien. Parce que c'est une commune quand même qu'on a héritée en 2014. Et donc, avant cela, c'est l'occasion de remercier vraiment tous mes responsables politiques qui m'ont soutenu, tous les chefs religieux, notamment Tchana Aliou Thiam, notre marabout dans la commune. Donc c'était l'occasion de le remercier, surtout les femmes, les jeunes filles, qui vraiment de jour comme de nuit sont toujours à la recherche du meilleur pour Ourossogui. Nous avons hérité d'une commune, je dirais, en lambeaux en 2014. Et vous pouvez aller voir sur le terrain, en 3 ans, Ourossogui a changé, a complètement changé. Ce qu'on a vu aussi, c'est quand le président Macky Sall est venu à Ourossogui, il y a eu des jets de pierre. Est-ce que cela ne révèle pas un certain mécontentement des jeunes de Ourossogui? Non, c'est faux. Nous étions sur le terrain, il n'y avait pas eu... il y a de la spéculation des fois, mais là, il est faux. Et ce qui était là, je parle à la télé, tout le monde m'écoute. Il n'y a pas eu de jet de pierre lorsque le président de la République est arrivé au stade. Il y avait juste des mouvements de foule parce que le stade était bondé de monde. Pour la première fois, le stade de Ourossogui était aussi rempli. Et donc, mais positivement, bien sûr. Et d'ailleurs, nous avons profité de l'occasion pour soumettre au président de la République les difficultés de Ourossogui, notamment les problèmes de l'eau. Parce que Ourossogui, c'est la capitale économique du Fouta. Et notre handicap majeur aujourd'hui, c'est la question de l'eau. Là, depuis 3 mois, nous avons des difficultés d'approvisionnement en eau. Et le président de la République avait pris des engagements devant la population. Et c'était l'occasion même de le remercier parce que hier seulement, ils viennent seulement de nous installer, de commencer à nous installer, faire des travaux, nous installer au moins 2 forages. Et que nous aspirons aujourd'hui, nous sommes à être à la SDE, qui est une structure beaucoup plus adaptée pour pouvoir gérer l'hydraulique de Ourossogui. À part la question hydraulique, toutes les autres questions, c'est des questions qui sont quand même subsidiaires et que nous sommes en train de régler au niveau de la commune. Vous êtes aussi avocat de Mohamed Bougaleb. Où est-ce que vous en êtes dans ce dossier? Vous aviez interjeté appel, et vous en êtes où exactement? Oui, donc dans ce dossier-là, nous avons interjeté appel. Et donc, Mohamed Bougaleb, c'est le fameux policier, effectivement, qui a été accusé à tort d'avoir tiré sur un étudiant qui a trouvé la mort à l'université Cheikh Anta Diop. Et donc, c'est l'occasion, encore une fois, de réitérer toute cette peut-être injustice encore. Parce que Mohamed Bougaleb a quand même démontré à l'audience les témoignages à l'appui et qu'effectivement, il ne pouvait pas être l'auteur de ce crime. Mais malheureusement, la justice est rendue et qu'il a été condamné. Donc, nous avons fait appel. Donc, nous pensons que bientôt, son affaire sera enrôlée et qu'effectivement, qu'il retrouve la liberté. Et là, ça pose également toute la question de la sécurité de la sécurité dans ce pays-là. Toute la question aussi du statut de nos forces publiques.
Parce qu'un policier qui va sur le théâtre des opérations, un gendarme qui va sur le théâtre des opérations, un militaire qui va sur le théâtre des opérations, doit quand même bénéficier d'une certaine protection. Parce qu'aujourd'hui, j'avoue qu'il y a un malaise au sein de la police, parce qu'aujourd'hui, intervenir dans l'université, c'est un domaine sensible. Pour un oui, pour un non, on vous accuse d'un crime que vous n'avez pas commis, et que malheureusement, vous n'avez pas tout le soutien social du corps, de la hiérarchie, tout le soutien nécessaire pour pouvoir vous en sortir. Mais nos forces de l'ordre sont protégées, on ne doit pas les offenser, entre autres, mais aussi il y a la sacralité de la vie humaine. Pour trouver ce juste milieu-là, n'est-ce pas là toute la difficulté? Voilà, mais en tout cas, il est important qu'on réfléchisse encore ensemble, avec la hiérarchie de la police, avec les autorités administratives, avec la population, pour qu'on essaie de réfléchir, pour essayer d'avoir une autre protection quand même particulière, particulière à nos forces de police, parce que c'est des personnes quand même qui sont là jour et nuit pour notre survie, pour notre sécurité. Donc ces personnes-là doivent être protégées, bien sûr, tout dans le respect des droits fondamentaux, dans le respect de nos droits, dans le respect des droits de l'homme. Ça, c'est une évidence. Le Sénégal ne peut plus reculer en arrière. Nous sommes dans un état de droit où les droits de l'homme sont quand même sacrés et ancrés. Donc, raison de plus pour que vraiment qu'on essaie de revoir. Et tout ça, c'est des chantiers sur lesquels j'appelle ces dizaines de coalitions qui essaient de réfléchir et d'apporter des propositions à l'Assemblée, s'ils y sont. Merci, c'était un plaisir de faire cette émission-là avec vous. Merci, je vous remercie. Et puis c'est l'occasion encore une fois de réitérer toute mon amitié et ma sympathie à toute la population de Ourossogui, à toute la population du département de Matam. Matam, quand même, qui est un département où il y a des urgences partout, et que je pense que l'espoir est permis. L'espoir est permis dans cette nouvelle dynamique dans laquelle le pays est depuis 2012. Et donc, c'est l'occasion, encore une fois, de vous remercier, M. Diallo, de cette émission, de cet entretien, et que nous vous encourageons. Vous faites des choses importantes pour le pays, et donc nous faisons que vous encourager dans cette dynamique. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe technique, merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro de votre émission Écho.